Histoire culturelle. Un podcast qui explore les mondes de la culture. De la fabrique des œuvres au musée, des objets du quotidien aux imaginaires médiatiques, des avant-gardes aux icônes pop. Nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée à l'histoire des politiques de la culture, en poussant la porte du 6 rue des Pyramides dans le 1er arrondissement de Paris. C'est dans ce bâtiment, à 2 pas du Jardin des Tuileries, que se trouvent les locaux du comité d'histoire du ministère de la Culture, dont nous avons évoqué la création dans notre épisode précédent. Mêler l'histoire du ministère à son avenir. Telle est la raison d'être de ce comité, dont les missions ont été fixées par un arrêté ministériel le 11 mars 1993. Il doit rassembler et faire connaître les travaux existants sur l'histoire du ministère et des institutions qui sont placées sous sa tutelle, mais aussi susciter des recherches sur ces sujets et assurer leur promotion auprès des publics. La recherche est au cœur de ses activités, comme le soulignait Guy Saez au micro d'Emmanuel Laurentin sur France Culture en juillet 2009. Le comité d'histoire, il a été créé en 1993 et le fait qu'il ait été confié à Augustin Girard est vraiment tout à fait essentiel parce que il y a vraiment insufflé le goût du travail autonome, c'est-à-dire que le goût de la recherche avec de véritables chercheurs. Il ne s'agit pas là de faire une histoire interne, hein, c'est pas un comité d'érudition, d'érudits internes. Le comité d'histoire, c'est vraiment un comité avec un large spectre universitaire. Et qui a aidé en particulier de très nombreux chercheurs qui aujourd'hui produisent beaucoup. On peut citer, Loïc Vadlorge, Pascal Guatchel, on peut citer également Laurent Martin, Philippe Poirier bien évidemment, et bien d'autres, qui produisent aujourd'hui du savoir sur l'histoire de la culture, sur l'histoire des politiques culturelles, Vincent Dubois ou d'autres. Voilà, je pense que tous les gens que vous avez cités, on pourrait insister peut-être aussi sur Pascal Horry, qui a été bien sûr à l'origine aussi de ce comité, ou Jean-Pierre Rioux, et Philippe Poirier qui prend une part tout à fait considérable dans le développement des études sur les affaires locales et pas simplement sur les affaires du ministère. Alors le comité d'histoire, c'est vraiment une machine intellectuelle extrêmement bien rodée maintenant, qui permet à de jeunes chercheurs d'explorer avec des archives qui sont absolument magnifiques, une équipe qui est sur place autour de Geneviève Gentil, vraiment extrêmement proche des chercheurs, qui les aident vraiment en toutes circonstances. Et là, je crois qu'on trouve un état d'esprit qui était celui qu'Augustin Girard. Dès sa création, le comité d'histoire ouvre de nombreux chantiers. Ses études portent sur l'action des ministres et des grands administrateurs de la culture, sur les politiques du cinéma, de la musique et de l'architecture, mais aussi sur des questions transversales, comme la décentralisation ou, plus récemment, le droit de la culture et l'accès aux archives. Très vite, je pense que vous avez pu les regarder, dans les comptes rendus des séances plénières. Geneviève Gentil, alors secrétaire générale du comité d'histoire, se souvient de l'atmosphère des premiers groupes de travail dans les années 1990. On a réuni le comité et il y a eu plein d'idées qui sont sorties. Dès la 2e ou 3e séance, les idées de faire un travail sur les collectivités locales, de faire un travail sur le cinéma, de faire un travail sur la danse, ça qui ne s'est pas fait, de faire un travail sur le patrimoine. Les suggestions venaient des membres du comité et on y attachait beaucoup d'importance. Et Rioux, justement, lui, a beaucoup poussé tout ce qui était travail autour des collectivités locales. Et là, on a eu 2 groupes qui ont fonctionné, des groupes de travail, avec Urfalino d'un côté et Guy Brageot de l'autre. Urfalino était plus sur l'histoire des maisons de la culture. Et j'ai regardé là son livre, vous savez, L'invention de la politique culturelle, qui était un livre qu'il a commencé quand on était encore au DEP, quand il était en Italie. Et à ce moment-là, il a beaucoup travaillé sur l'histoire des maisons de la culture. Il y a eu une édition, L'invention de la politique culturelle d'Urfalino, publiée à la Documentation française. Alors lui, c'était collectivité locale, c'était plutôt l'aspect recherche. L'aspect avec Guy Brageot, qui était un ancien directeur de l'administration générale, c'était vraiment plus l'histoire de la déconcentration,
Donc on a fait un groupe de travail où on a écouté tous les premiers DRAC et les DRAC qui avaient ou quitté ou qui avaient été en poste. Le groupe de travail sur l'histoire du cinéma se tenait on était encore rue Jean Lantier, dans les petits bureaux, se tenait sous la présidence de Viau, de Pierre Viau, qui a été un des grands directeurs du CNC, avec l'assistance de Joël Farchy et avec des jeunes thésards qui travaillaient sur le cinéma. On s'est lancé aussi dans l'histoire du ministère, c'est-à-dire les anciens de la France d'outre-mer. Ça, c'est quelqu'un, Marie-Ange Rauch, qui avait fait sa thèse avec Abi Rached sur le théâtre. Et là, on a pu, grâce à des fonds du DEP, faire une convention avec le CSO, Centre de sociologie des organisations, avec lequel, en tant que DEP, on avait beaucoup travaillé, mais en fait, qui a payé Marie-Ange Rauch. Marie-Ange Rauch, elle a fait ce travail sous une commande, si vous voulez. Et on s'est lancé dans les archives orales. Les archives orales constituent une part importante des activités du comité d'histoire du ministère de la Culture, aux côtés des séminaires de recherche, des colloques et des publications. L'historienne Florence Descamps a joué un rôle pionnier dans la collecte de ces témoignages. D'abord au ministère de l'Économie et des Finances, puis au ministère de la Culture. C'est vraiment un des comités d'histoire où la question des témoignages oraux a été vraiment essentielle et sans doute prioritaire, c'est certain, et surtout sur un mode très spécifique. Ça serait faux de dire que c'était un effet d'affichage, au contraire, ça ne l'était pas. C'est-à-dire que les témoignages oraux sont venus naturellement dès lors que, c'est mon interprétation, dès lors que le groupe des anciens était vraiment porteur du projet, premièrement. Ce n'était pas du tout le cas aux finances. Et du coup, cette question des témoignages oraux à la culture, elle est très, très, très prégnante. Et surtout, sa grande spécificité, c'est que ces témoignages oraux ont été créés pour alimenter des travaux. Alors après, on peut les appeler travaux de recherche, travaux historiques, travaux de commémoration. On peut discuter sur la typologie des travaux qui ont été alimentés par ces archives orales. Mais elles n'ont pas du tout obéi, et c'est pour ça que j'adore comparer les comités, parce que j'aime bien voir les différences. Elles n'ont pas du tout obéi ni au modèle Schnapper de la sécurité sociale, ni au modèle finance. Alors, qu'est-ce que c'était que ce modèle Schnapper ? C'est pareil aux armées. C'est de dire, ces archives orales, c'est pour l'historien du futur. Eh bien, Augustin Girard et Geneviève Gentil, ils n'ont jamais dit ça. Au contraire, ils ont dit, les chantiers, les campagnes de témoignages oraux doivent alimenter les travaux historiques que nous voulons réaliser. Donc, quand on fait les journées d'études pour Duhamel, eh bien, on va interviewer les anciens du cabinet Duhamel. On n'a jamais fait ça aux finances. Alors, on l'aurait pas fait pour plusieurs raisons. D'abord, c'était pas le modèle dans lequel moi je m'insérais. Deuxièmement, on aurait dit il faut le travail de la distance, et donc on fait pas d'histoire orale, on fait des archives orales. Donc, dans le modèle culture, c'est intéressant parce qu'il y a un mix entre on fait des archives orales, mais en fait, on fait quand même de l'histoire orale pour alimenter des travaux qui vont non seulement être réalisés dans les 3 années qui viennent, mais qui vont surtout être publiés. Ce qui n'est pas du tout l'écosystème des archives orales finances, où le devoir de réserve est extrêmement utilisé. Donc on n'est pas du tout dans le même exercice. La plupart des chantiers sont des chantiers à utilisation immédiate. Et ça change énormément de choses, à la fois dans le positionnement du témoin, dans le positionnement de l'intervieweur. Et donc, ce n'est pas du tout le même écosystème archive orale qu'à la sécurité sociale. Alors là, on n'en parle même pas, 30 ans de réserve. Donc, c'est complètement différent. Mais ça, c'est un énorme problème, d'ailleurs, parce qu'avoir choisi 30 ans de réserve pour les archives orales de la sécurité sociale, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune étude, aucun travail d'analyse sur ces archives orales avant, et ça a complètement stérilisé. Ce qui est très frappant au ministère de la Culture, c'est que l'objectif est de faire l'histoire du ministère.
Cette histoire ne se résume pas à celle des grands hommes, comme l'a bien montré l'enquête sur les anciens de la France d'outre-mer menée par Marie-Ange Rauch. C'est dans cet esprit que Florence Descamps réalise aujourd'hui la série d'entretiens Administrateurs de la culture. En fait, ce programme que je porte de manière très modeste, Administrateur de la culture, c'est cette idée-là. C'est cette idée de dire comment on devient un administrateur de la culture. Et donc, les premiers, c'est les administrateurs de la France d'outre-mer. Et puis ensuite, qui sont ceux qui ont pris la relève. Alors, on peut distinguer, en effet, au sein de la construction du ministère de la Culture, plusieurs groupes sociaux. Donc, on avait les administrateurs de l'ANFOM, enfin de la France d'outre-mer. Et puis après, il y a les cours des comptes. Donc ça a été fait avec le comité d'histoire de la Cour des comptes, en partie en partenariat, plus ou moins, plutôt moins que plus, mais néanmoins ça existe. Donc comme moi j'étais très proche du comité d'histoire de la Cour des comptes, parce que c'est les finances publiques cette fois-ci. Et puis il y a la même chose avec les conseillers d'État. Et puis après, il y a toute une autre série il y a les élèves, bien sûr, les anciens élèves de l'ENA qui ne sont pas membres des grands corps, très reconnaissables aussi. Donc, qui sont-ils ? Donc, moi, mon entrée, c'est les administrateurs. En fait, l'histoire orale avant Schnapper ou avant 82, c'est une histoire orale qui est portée par des chercheurs individuels, Philippe Joutard, Jean-Pierre Rioux, Jean-Claude Bouvier, qui est un linguiste d'Aix-Marseille. Donc, c'est des personnalités très militantes qui font des entretiens. D'abord, qui ne les déposent pas forcément dans les institutions patrimoniales, qui ne sont pas accessibles et qui nourrissent leurs travaux au long cours, que ce soit les guerres camisardes, la mémoire des guerres camisardes pour Joutard, la mémoire d'une vallée, Luce la Croix-Haute pour Bouvier, Rioux, les années noires, etc. Mais quantitativement, ça reste à taille humaine. Le jour où des comités commencent à créer, soit par grands corpus patrimoniaux, soit par sous-corpus thématiques, qui serait plutôt le modèle du comité culture. Mais là, on arrive à des nombres d'heures, un nombre de témoins qui devient très important. Très vite, on dépasse la centaine. Donc, on dépasse la centaine d'heures. Un témoin, je ne sais pas quelle est la moyenne chez vous, mais 3 heures, au final, c'est plutôt 8 heures. Donc, forcément, on passe à une échelle, entre guillemets, quantitative, quasi industrielle, puisque c'est de la fabrique, mais qui a des spécificités aussi très importantes, qui sont destinées aux chercheurs, alors, quelquefois destinées à la publication immédiate, destinées aux chercheurs, destinées à être archivées. Donc, il y a des dispositifs d'archivation, d'archivisation qui n'existaient pas dans l'histoire orale première manière. Et puis, il y a surtout des possibilités de récurrence, d'occurrence, de répétitivité, donc d'affirmation de la preuve. On a des archives orales, c'est-à-dire de la parole enregistrée, comme on a des archives écrites. Mais ce n'est pas un témoignage ponctuel. C'est vraiment des corpus entiers et qui peuvent être désormais saisis par d'autres chercheurs avec des axes thématiques qui n'étaient pas du tout ceux d'origine. Souvent, dans ma périodisation archives orales, je dis qu'il y a la période des fondateurs, il y a la période de la collecte, dont les années 90, et depuis les années 2010, on est entré dans l'heure de l'exploitation. Alors, il y a évidemment des exceptions à ce que je viens de dire, puisque dans le cas du comité d'histoire de la culture, comme je l'ai déjà dit, ça a été utilisé, ça a été fusionné avec la démarche de collecte. Il fallait aussi utiliser en même temps. Mais d'une manière générale aujourd'hui, l'utilisation des sources orales, elle s'est quand même en partie, je ne dirais pas banalisée, mais en tout cas, elle est largement tolérée. Et c'est sûr que le phénomène d'accumulation sérielle qu'ont finalement réalisé les comités d'histoire sur l'histoire de l'État ont servi la cause de l'histoire orale. Parce qu'on a changé d'échelle. Et qu'on a rendu les documents oraux accessibles et donc vérifiables. Et parce qu'ils ont été versés dans les institutions patrimoniales. L'histoire du ministère de la Culture est une histoire longue qui remonte bien avant la création des affaires culturelles par André Malraux. Quand Marie-Vonne de Saint-Pulgent est nommée présidente du comité d'histoire en 2007, sa première mission est d'organiser un colloque pour le 50e anniversaire du ministère. C'est aussi pour elle l'occasion de s'interroger sur la profondeur historique des politiques culturelles. Bon, la chose qui a le plus changé
depuis que je suis là, c'est que Augustin Girard, mais pour des raisons qui s'expliquent très bien, quand il a fondé le comité, il a clairement orienté sur le ministère Malraux. Donc il s'est limité, d'ailleurs, c'était une position doctrinale, à ce qui s'était passé depuis 1959. Et donc la première chose que j'ai fait délibérer par la séance plénière du comité d'histoire, c'est l'idée que désormais, on ne se limiterait pas à cette borne historique. C'est-à-dire qu'on n'hésiterait pas à remonter dans le temps, parce qu'on n'a pas tout inventé en 1959, loin de là. Le ministère est l'héritier d'une très longue histoire, parfois pluriséculaire, et il n'est même pas le premier ministère de la Culture. C'est le 4e dans l'histoire. On a oublié la plupart des autres, mais c'était le 4e. Et donc, il est très difficile de se dire qu'on ne réfléchit qu'à partir de 1959. Et par exemple, l'un des premiers travaux que nous avons lancés, depuis quand je suis arrivée, le travail sur les conséquences du rattachement du CNC au ministère de la Culture, puisque le CNC a été rattaché au ministère Malraux, après d'ailleurs la création du ministère, quelques mois après, qui venait du ministère de l'Industrie. Donc un des premiers travaux que nous avons lancés, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'a changé ce changement de tutelle ministérielle. D'ailleurs, la réponse est un peu mitigée, puisque des choses ont changé, des choses n'ont pas changé. Donc c'est là où on voit que la profondeur historique, c'est très important, parce qu'on n'invente jamais rien à partir d'une table rase. Donc on est l'héritier de politiques. Quelquefois, c'est très difficile de changer de politique ancienne, parce que voilà, elle est enracinée dans une histoire française, culturelle, histoire politique, et que voilà, il faut mieux connaître les racines pour comprendre les problématiques d'aujourd'hui. Parallèlement à la recherche historique, le comité assume une mission mémorielle depuis sa création. 2 fonctions en regard qui se croisent et s'opposent parfois, comme l'explique Maryvonne de Saint-Pulgent. Dès le départ, le comité avait aussi cette fonction mémorielle, souvent faite à la demande du ministère lui-même. Ça fait partie des commandes souvent que fait le ministère. Alors, sur les ministres d'abord, l'histoire des ministres un peu. Et cette histoire des ministres, ça ne peut pas vraiment être une histoire scientifique. Ça pose d'ailleurs des questions redoutables. Il y a eu, par exemple, un épisode qui a laissé des traces lorsque Augustin Girard a essayé de travailler sur Jacques Lang, et où ça a été un échec. Pourquoi ? Parce que Jacques Lang est là. Il était déjà là à l'époque, il est toujours là aujourd'hui d'ailleurs. Très difficile de travailler scientifiquement sur Jacques Lang. Et Augustin Girard ne souhaitait justement pas que ce soit de l'histoire immédiate sous l'œil du principal intéressé. Par ailleurs, il y avait tout ce travail d'archive orale qui avait été commencé dès le départ par le ministère, et donc où on fait des entretiens avec les personnes qui ont agi, beaucoup d'administrateurs, mais pas seulement, et donc on met en mémoire leur propre mémoire. Voilà. Donc, ce travail mémoriel, aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des sujets de notre réflexion sur les archives. Ça fait partie du travail de l'histoire, de recueillir la mémoire, qui est considéré ensuite comme un matériau historique. Il faut prendre de la distance. Mais dans une première exploitation de ces prises de parole mémorielles, immédiate, c'est un hommage à. Mais finalement, au bout d'un certain temps, on s'est dit qu'on pouvait travailler, alors non pas sur Lang lui-même, puisqu'il est toujours là, encore une fois, mais sur les années dans lesquelles il a été ministre. Et alors là, c'est un travail historique. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être le recul pour analyser ces années longues. Et donc, nous avons fait ce travail qui a d'ailleurs été très différent de celui qui, au même moment, et à l'initiative de Jacques Lang, il faut bien le dire, a rassemblé dans la collection de bouquins l'ensemble de ses écrits, alors que ce soit les notes, les entretiens, etc. Et on peut, en comparant les 2 ouvrages, voir la différence entre la mémoire et l'histoire. Voilà. Mais bon, donc nous faisons les 2. Et ce faisant, notre travail mémoriel construit la future histoire. Donc c'est aussi une contribution, parce que finalement notre mission elle est surtout historique. Mais on ne déteste pas faire du travail de mémoire aussi. Et puis c'est aussi le principe, si vous voulez, qu'il faut aussi avoir le vécu. Dans une politique culturelle, il y a ce qu'on écrit, il y a ce qu'on prévoit, il y a ce sur quoi on légifère, ce qu'on peut en dire après coup, etc. Mais aussi ce qui se passe concrètement sur le terrain, etc. Et ça, sauf à interviewer les acteurs, on ne peut pas faire autrement. Et d'ailleurs, c'est ce que les sociologues savent très bien.
Donc c'est là où d'ailleurs on mobilise les techniques bien connues des sociologues, qui sont les techniques d'enquête. La grosse problématique en fait du comité d'histoire, c'est de trouver des chercheurs pour mener les recherches. Donc souvent nos travaux sont un peu les opportunités saisies, vous voyez, plus qu'un programme cadré, etc. Bon, mais il faut aussi saisir les opportunités, les choses qui se présentent. On va avancer là-dessus parce que là, on a quelqu'un pour le faire. C'est toujours un travail d'équipe de toute façon. Un ministère et son histoire, ou comment écrire, conserver et transmettre l'histoire des politiques de la culture. Merci à Maryvonne de Saint-Pulgent, Geneviève Gentil et Florence Descamps pour leurs éclairages. Merci aussi à Laurent Martin, Alexandre Adam et Jessie Eko-Ebongué pour la réalisation des entretiens. À Agathe Delège, Dominique Jamet et David Foucret pour le travail de préparation et à Emmanuel Laurentin pour l'utilisation des archives de France Culture. C'était Histoire culturelle, un podcast du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines et du Comité d'histoire du ministère de la Culture, réalisé par Anaïs Fléchet avec l'association CIMEA.